Salut tout le monde, c'est Nern. Alors aujourd'hui, juste un mot sur un film que j'attendais particulièrement, sans doute celui que j'attendais le plus de ce début d'année, bien avant les Miss Marvel et autres Avengers, et qui m'a un peu déçu. Aujourd'hui, juste un mot sur Glass. Alors, Glass pour Mr. Glass, le personnage interprété par Samuel L. Jackson dans le film de M. Night Shyamalan. Que dire Est-ce qu'on résume ? Bah, on va résumer vite fait. 15 années après Incassable, nous retrouvons David Dawes. L'homme à la force et à la résistance surhumaine continue d'arpenter les rues à la recherche des criminels qu'il trouve grâce à l'aide d'un pouvoir lui permettant de percevoir les actes criminels. 3 semaines plus tôt, un criminel s'est fait connaître sous le nom de la Horde. Il s'agit de Kevin et de ses multiples personnalités, y compris celle de la Bête, un être disposant d'une force et de capacités surhumaines. Mais alors que David parvient à localiser la Horde et qu'un combat s'enclenche contre la Bête, les deux êtres sont arrêtés par la police et conduits dans un asile où le docteur Ellis Tapp essaiera de les soigner de leur folie. On va commencer déjà par les points qui sont évidents. Alors, moi j'ai été déçu en voyant le film parce que j'en attendais autre chose. Mais en soi, le film est assez bien. La réalisation de M. Night Shyamalan est excellente, comme souvent avec lui, avec de très bons cadrages, une excellente utilisation de la couleur, forcément. Aussi, forcément, les acteurs, ils sont complètement bien dedans. Bruce Willis semble un peu en retrait, alors que Samuel L. Jackson, là, il s'éclate carrément dans son rôle, et que McAvoy, il transcende tout. Ce rôle de personnage aux multiples personnalités, il réussit à avoir une prestation qui est juste bluffante. McAvoy est un très 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 bon acteur, et le rôle est excellent pour lui. Mais ça, c'est de la réal, c'est de la gestion d'acteur. Moi, là où ça a pêché pour moi, c'est dans le scénario. Donc on va y revenir dans l'ordre chronologique. Donc on commence dans la première partie. Alors la première partie du film se lance donc 3 semaines après le film Split et 15 ans après le film Incassable. Cette première partie est très agréable à voir parce qu'en fait, on suit le quotidien de David Dawes qui en plus de tenir une boutique de sécurité, donc qui vend des caméras, qui vend des alarmes avec son fils, il se balade régulièrement dans les rues à la recherche de criminels. Donc le film s'enclenche sur 2 petits malfrats qui s'amusent à tabasser les gens dans la rue, à se filmer. Ça nous amène à la chose du fait que David Dawes, c'est un héros, mais c'est pas le super-héros qui combat les meurtriers en série et les psychopathes toutes les semaines. Il vit dans une seule ville, il semble pas spécialement faire le tour d'autres villes, donc forcément, au bout d'un moment, une fois que t'as fait boucler tous les gros criminels, il te reste plus que les malfrats et des petits trucs comme ça. Et ça j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas que des criminels de psychopathes, comme a pu être Elijah, donc le grand méchant de Incassable, et c'est chouette de savoir qu'il intervient pour ces cas-là. Évidemment, on pourrait être un peu déçu que le personnage soit pas devenu une sorte de Batman qui observe la ville depuis les gratte-ciel et qui tombe sur les terroristes et tout ça. Mais en même temps, ceux qui s'attendaient à ça, ils s'attendaient à quelque chose que l'univers des 2 films, donc de Incassable et de Split, n'avait jamais vendu. Les 2 univers étaient très ancrés dans le réel. Et dans le monde réel, tu te balades dans la rue, t'interviens quand il y a un problème, et c'est ce que fait David en fait au final. Il intervient quand il détecte un problème. Alors aussi dans cette première partie, il y a la confrontation avec la Horde et la Bête en particulier, et j'ai trouvé la confrontation très très bonne. Et il y a un très bel premier échange avec ce lancer de table, et là on sent très bien que c'est des êtres qui sont pas comme vous et moi, quoi. Ils sont vraiment beaucoup plus forts, ils réussissent à balancer des trucs énormes, à les stopper, à les lancer, et la Bête elle chope la table, elle balance sur David il arrête la table, il la relance sur la Bête, et la Bête elle est projetée en arrière et ça rend vraiment très bien et on sent vraiment que c'est des surhommes. C'est pas un enchaînement de coups de poing comme on voit dans les comics, la Bête elle serre les gens, David lui résiste, il tient, et il fait la méthode la plus simple, il donne pas un coup de tête arrière, il fonce vers une fenêtre parce qu'il sait qu'il survivra à la chute, mais il sait pas si forcément la Bête survivra à la chute. Et vraiment cette confrontation est vraiment excellente. Et là nous passons à la seconde partie du film qui m'a un peu plus déçu, et c'est la partie dans l'hôpital psychiatrique. Et mon principal problème, c'est qu'en fait, cet hôpital psychiatrique n'est pas vraiment un. En fait, les 2 premiers films, donc Incassable et Split, nous avaient ancrés dans le réel. Donc, Incassable, parce que l'ambiance montrée était réaliste, et c'est pour ça que la fin était aussi intéressante, parce que il y avait du surnaturel dans un monde réaliste, c'était cool. Le deuxième, Split, c'était un peu le même esprit, c'était très ancré dans le réel. Il y avait Kevin qui allait voir sa psy, c'était des échanges très normaux, très naturels, et la psy faisait vraiment psy. Là, cet hôpital psychiatrique, il y a beaucoup de points qui montrent que c'est pas un vrai hôpital psychiatrique. Alors c'est
sans doute, c'est peut-être un indice pour la conclusion, mais moi ça m'a sorti du truc. Déjà parce que la psy ne se comporte pas en psy. Déjà par exemple, la très belle scène où on voit nos 3 protagonistes, Elijah, la Horde et David, dans une même pièce, très rose, avec chacun sa couleur. Alors cinématographiquement c'est très beau, c'est très bien découpé, et très belles couleurs, on voit bien les oppositions, mais dans le réel ça n'arrive jamais. On met jamais plusieurs patients antagonistes les uns envers les autres, côte à côte, sans compter qu'Elijah est lourdement sédaté, donc sa présence est totalement inutile. Et ça, c'est un des éléments qui casse le réel, qui casse ce sentiment de réalité qui était dans les précédents films, et que j'ai du mal à retrouver ici. Aussi, élément que certains considéreront comme secondaire, mais qui m'a sorti du film, c'est les chambres des patients. Alors, il y a la chambre de la bête, et il y a la chambre de David en particulier, et en quoi ces 2 éléments m'ont gêné. Alors, il faut savoir que dans un milieu psychiatrique, les patients sont susceptibles de faire tout et n'importe quoi, étant donné qu'ils sont psy. Et donc, actuellement, il y a plusieurs choses qu'une chambre psy doit avoir. Déjà, un meuble, que ce soit un lit ou une table, ne doit pas être en bois. Pourquoi ? Parce qu'un bois, le bois, ça prend feu, donc le patient peut se blesser ou blesser les autres. Aussi, un meuble ne peut pas être déplacé, pour la bonne raison qu'il ne faut pas qu'il puisse servir d'arme. Donc les meubles sont scellés au sol. Par exemple, dans la chambre à la Horde, les meubles sont en bois et il y a des brosses à dents. C'est un exemple, mais par exemple une brosse à dents, vu qu'il y en a plein, il pourrait en dissimuler une et poignarder quelqu'un. Donc ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite sorti du cadre. Quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est n'importe quoi, cette chambre pour la bête, pour la Horde, ça n'a aucun sens. Pareil, autre élément qui est un peu moins choquant, mais qui quand même m'a fait tiquer, dans la chambre à David, il a des draps. Et c'est con à dire, mais un drap, ça peut servir à se pendre. Et dans un hôpital psychiatrique où les patients, surtout que le but de la thérapeute, c'est de les mettre face à leurs contradictions, et une personne qui est mise face à ces contradictions peut avoir des réactions très violentes face au réel. C'est vrai qu'avoir un pouvoir, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Dans notre monde, une personne qui se prend pour un héros, c'est n'importe quoi. Et la mettre face à ces contradictions, lui dire à cette personne, tu n'as pas vraiment de pouvoir, tu es un homme normal, certes tu es fort, mais tu n'as pas une capacité surhumaine, cela peut le mener à des extrémités, genre face à l'effondrement de sa réalité, il peut être amené au suicide. Et le fait que, par exemple, qu'il y ait des draps, qu'il y ait tout ça, ou même les brosses à dents, ça peut servir, les patients peuvent être blessés. Et donc ça c'est des éléments très secondaires, mais qui moi m'ont sorti du film. Autre élément un peu bizarre qui m'a sorti, c'est la présence d'Elijah. Alors forcément, le film s'appelle Glass, ça doit être centré sur Elijah, et il doit avoir des interactions avec les autres. Le problème, c'est que le personnage d'Elijah, au début de l'histoire, est complètement sédaté. C'est une personne qui a l'œil vitreux, l'air vide, qui n'a pas d'interaction, et il se retrouve très proche, dans le même secteur, que David et que la Horde. Le problème, c'est que, alors, soit il se trouve dans une unité, c'est un lieu spécialement adapté aux 2 criminels qui sont particulièrement forts, qui sont menaçants, et dans ce cas-là, la présence d'Elijah n'est pas pertinente, parce que lui-même est extérieur à ça. Il a été arrêté il y a des années, il est en asile, il n'a rien à faire à côté de ces 2 personnes qui viennent d'être arrêtées et qui doivent être traitées par la psy. Ou alors cette zone, c'est la zone des criminels, c'est pour ça qu'Elijah est présente dans cette zone, mais dans ce cas-là, il y a un problème, c'est que le personnel n'est pas du tout adapté à ce genre de lieu, ça le sort du réel. Par exemple, dans un hôpital psychiatrique, surtout dans des unités avec malades dangereux, une prise de poste, par exemple un soignant ou un surveillant ne prend pas son poste à l'entrée de l'hôpital, il prend son poste au sein de l'unité. Ça empêche que ça soit vide. Et là dans le film, il y a toute une séquence où les protagonistes ne sont pas surveillés, personne n'est là, et c'est totalement aberrant, et c'est un non-sens. Et ce genre d'élément m'a complètement sorti du film, parce que ces films-là sont censés s'ancrer dans le réel, et là il y avait des éléments qui étaient tellement aberrants face au réel que ça m'a complètement sorti du truc. Autre élément qui m'a sorti du film hors hôpital, c'est la réaction du fils donc de David, qui j'ai du mal à croire que ces 2 hommes, donc le père et le fils, aient passé des années à combattre le criminel en sachant que ce qu'ils font est illégal, sans avoir prévu une solution de secours. C'est-à-dire, imaginons que le père se fasse arrêter. Déjà, la procédure, c'est pas de l'envoyer directement à l'asile, c'est d'abord il va au commissariat, il se fait interroger, et là un juge donne un ordre d'internement, il se fait interner le temps qu'on fasse une analyse. Toujours est-il que, où est la procédure légale ?
Où est l'interrogatoire pour les flics? Où est l'avocat commis d'office? Où est l'avocat s'il n'est pas commis d'office? Pourquoi le fils de David a un comportement aberrant d'aller voir la thérapeute et de lui dire des inepties alors qu'il est complice de son père? C'est pas n'importe quoi. Il est complice et il aurait dû être interrogé par la police. Et ça, c'est un autre élément qui m'a sorti du récit parce que ça dissocie le film du réel. Là, je sentais bien que le film voulait me montrer quelque chose, mais quelque chose qui n'était pas lié au réel, alors que les autres films de cet univers étaient très liés au réel. Aussi, alors là, on va dire que c'est personnel, c'est la présence de Casey et de la mère de Elijah. Alors, c'est chouette de les voir, surtout Casey qui est très attachante. Mais, dans le monde réel, une personne qui a été kidnappée il y a 3 semaines et qui a vu 2 de ses amis mourir, pour avoir un comportement de la sorte, faut avoir un traumatisme, genre syndrome de Stockholm. Et je trouve ça un peu dommage. Après, pourquoi pas. Mais le film Split se terminait avec Casey qui devenait actrice. Elle était victime tout le long du film, et en parallèle des flashbacks, elle était victime pendant son enfance. Et à la fin du film, elle n'est plus victime, elle se dresse. Et par exemple, ce qu'on apprend dans le film, c'est qu'elle a éjecté son oncle maltraitant, et sans doute pire que ça. Et maintenant, elle est en famille d'accueil. Alors qu'on la voit une fois, pourquoi pas, en confrontation avec la Horde, ça j'aurais trouvé assez intéressant, mais la faire interagir de la sorte avec le personnage de Kevin, ça m'a un peu gêné. Et la mère d'Elijah, pour moi, elle a rien à faire. Qu'elle passe en coup de vent, en dire bonjour, mais les répliques et tout ce qu'elle fait autour de son fils, pour moi, c'est... Alors, rien à foutre. Après, on arrive à la fin du film, avec la grande révélation, et ça alors, il y a plusieurs choses au sein de la fin. Alors l'idée de tuer tous les personnages principaux, donc les 3 super, alors moi ça me gêne pas, je trouve ça intéressant, l'idée est cool et c'est une bonne conclusion dans un monde réaliste. De faire que la Horde soit aussi une création d'Elijah de par la mort du père dans le train, j'ai trouvé ça aussi sympa, c'est une bonne idée, c'est chouette, ça fait un lien entre les personnages qui est cool, et moi je valais totalement plus la réaction de la bête qui dit que au-delà d'être la bête, il est avant tout un protecteur de Kevin. Donc ça renvoie aussi au fait que c'est pas un personnage 100% mauvais. Il est mauvais pour protéger Kevin du monde. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est le coup de la société secrète. Alors, pour plusieurs points. Le premier point, c'est parce que le docteur, quand elle présente la société secrète, elle dit que ça fait 10 000 ans que cette société élimine les potentiels super. Le problème, c'est que dans le monde réel, une société qui a 10 000 ans, ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'il y a 10 000 ans, nos sociétés n'étaient pas aussi connectées que maintenant. C'est-à-dire, même il y a 2000 ans, il faudrait imaginer qu'une société secrète qui élimine les super au sein des sociétés humaines, il faudrait qu'il y ait des membres à Rome, des membres en Chine et des membres en Australie auprès d'aborigènes. Et pour moi, c'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Et en plus, ça brise l'idée de base de dire que les super, les êtres avec des capacités exceptionnelles existent au sein de nos sociétés, qu'elles s'exprimaient avant, et que le fait que ces expressions se faisaient, que ça a amené aux légendes modernes qui sont les comics, mais pourquoi pas aussi aux légendes passées qui sont les mythes et légendes des personnages, tout ça. Et en nous présentant une société secrète qui élimine les êtres super depuis 10 000 ans, ça élimine tout ça. Normalement, si cette société secrète a bien fait son boulot, et si elle existe depuis 10 000 ans, c'est qu'elle fait bien son boulot, on ne devrait pas avoir entendu parler de ces gens-là. Et il ne devrait pas y avoir de comics, il ne devrait pas y avoir de récits fantastiques avec des êtres surhumains. Il ne devrait pas exister. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'on aurait ancré cette société dans le début du XXe siècle. Là, par contre, moi, ça m'aurait touché. Je me serais dit, ah bah oui, avant, dans le passé, il y avait des êtres exceptionnels. Ça a amené aux mythes et légendes, à tout ce qui est divinité ancienne. Et depuis le XXe siècle, l'ère où tout se rationalise, parce qu'avant c'était l'ère du mythe, on ne savait pas forcément comment le monde fonctionnait parfaitement, le soleil, la terre, la lune, l'électricité, tout ça on ne comprenait pas forcément bien, il y avait beaucoup de mystères autour de ça, et il y a beaucoup de mythes qui se créaient autour de ça. Et à partir du XXe siècle, même un peu avant, à partir du XIXe et du XVIIIe, il y a le réel, le concret, le scientifique qui intervient et qui brise le mythe et qui nous ancre dans un monde un peu carré, un peu déprimant parfois. Et moi j'aurais préféré par exemple cette société secrète, pourquoi pas qu'elle existe en parallèle de la franc-maçonnerie, par exemple la franc-maçonnerie qui est apparue au XVIIIe,
et qui est très ancrée dans le réel, hein, et ben pourquoi pas, pourquoi ça aurait pas été une société de ce type-là qui éliminerait les super à partir de cette période-là, qui justifierait qu'il n'y ait plus aucun super dans notre monde actuel. Et ça, j'aurais préféré. Et le fait que le docteur dise que cette société secrète existe depuis 10 000 ans, ça m'a complètement sorti du truc et ça m'a sorti du réel. Le mot réel revient tout le temps dans ma critique parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti, c'est ça qui m'a vraiment gêné dans ce film, c'est la disparition du réel pour entrer plus dans le mythe, dans le film de super-héros. Aussi, le fait que le psy sache très bien que les super existent et qu'elle dévoile la chose à Elijah alors qu'il est mourant. Oui, totalement, ça je comprends. L'idée, c'est un personnage mourant qui a passé sa vie à rechercher ça. Je comprends qu'on désire lui dire avant qu'il ne meure qu'il avait raison, voilà, pour le soulager quelque peu. Mais quand elle va voir David et qu'elle dit à David de la toucher, il y a une incohérence en moi parce que quand David la touche, on voit une scène qui n'est pas une scène en soi criminelle. C'est une scène de réunion ou silencieuse ou qui ne dévoile rien. Alors, soit les pouvoirs de David ne sont pas celles qu'on croit et qu'en fait il ne voit pas les crimes mais il voit les événements importants, ça pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu nous l'introduire plus tôt, par exemple dans un dialogue avec son fils, parce que dans le premier, dans l'incassable, il découvre ses pouvoirs, on peut très bien imaginer qu'il voyait des scènes, et là 20 ans plus tard, il aurait pu avoir une conversation avec son fils en disant par exemple « Toutes les visions que j'ai ne me montrent pas que des crimes ». Juste une phrase, juste un petit dialogue qui nous aurait dit en fait ce qu'il voit c'est des choses importantes, ce que les gens considèrent comme important et qui veulent cacher par exemple. Ça aurait du sens par exemple, que votre secret, qu'un secret que vous voulez garder en vous, qu'un événement secret, que c'est ça qu'ils voient. Forcément la plupart des gens voudraient cacher leurs crimes, et donc ça se comprendrait, alors que là par exemple ce qu'elle voudrait cacher c'est son appartenance à la société secrète. Et ça j'aurais aimé. Mais le fait que ça soit pas expliqué, moi ça m'a gêné. Aussi le docteur dit à la fin que les super semble aller par paire. Quand il y en a un qui apparaît, son opposé apparaît. Et ça va totalement avec l'idée d'Incassable, où en fait Elijah c'est l'être fragile et maléfique, et en face il y a David qui est l'être indestructible et positif. Et ça m'amène à la question de qui est le double de Kevin. Aussi il y a 2-3 autres trucs qui m'ont un peu gêné, c'est pas vraiment gênant en soi, mais c'est toute la partie finale qui se passe devant un hôpital psychiatrique. Ça renvoie à un problème que j'ai, que je pense qui est le cœur du problème de ce film, c'est le budget. Clairement, ils n'avaient pas beaucoup de budget, ils avaient 20 millions. Le film d'avant avait coûté 9 millions, mais c'était un huis clos, c'était quelque chose de très anxiogène, de très refermé sur un seul lieu avec peu de personnages. Incassable avait coûté 75 millions, et ça se voit. Et ce film-là, donc le Glass, n'a coûté que 20 millions et je pense qu'il aurait fallu 20 millions de plus pour faire quelque chose d'un peu plus potable ou alors aller jusqu'au bout du truc et vraiment nous montrer le film uniquement du point de vue d'Elijah, donc de Mr. Glass, uniquement au sein de l'asile sans forcément nous présenter ce qui se passe à l'extérieur. Et là je pense que le film aurait été très différent, mais les gens voulaient une suite d'Incassable et c'est pas ce qu'on a eu. Et c'est quelque chose d'un peu bâtard, j'ai l'impression que le film veut être une suite d'Incassable, mais sans en avoir les moyens. Dernier point qui m'a vraiment, mais là, déconnecté du film, c'est la dernière scène, avec les vidéos présentant les exploits de nos héros qui sont diffusés à travers le monde, et qui sont censés être une preuve de l'existence des super, et qui sont pas du tout des preuves de l'existence du super. Parce que les images qu'on voit, c'est quoi ? C'est David qui tord une barre en métal. Quel métal, on sait pas. Nous, on sait que c'est une barre d'acier, donc qu'il la tord, c'est incroyable. Mais un spectateur réel, un mec qui voit ça, il se dit bah, c'est une barre en alu, c'est une barre en plomb, je sais pas, c'est un matériau qui est très fragile. Et on se dit pas que c'est un mec surhomme qui tord une barre en acier, une barre en titane. Pour moi, je vois ça, je fais ouais, c'est un mec qui tord une barre. Pareil, quand je vois la bête, ok, je vois un mec qui est très fort, qui est très agile, qui a des capacités balèzes, mais je vois pas un surhomme, je vois un mec qui s'est beaucoup entraîné. Et moi je me dis, sur internet, de nos jours il y a tellement de choses incroyables qui sont tournées avec effets spéciaux sur effets spéciaux, qu'en fait ces images elles ont rien d'exceptionnel, ça ne prouve rien, c'est même le contraire, ça montre juste qu'il y a des gens qui sont un peu forts et qui ont fait une belle mise en scène. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Aussi la façon dont ça se diffuse, par exemple on voit les trois sidekicks, donc le fils de David, la mère d'Elijah et Casey, qui sont dans une gare et ils lancent les vidéos et on voit les vidéos qui apparaissent sur les téléphones portables. Ça montre que malheureusement le réalisateur a des grosses lacunes
sur la façon dont fonctionne un buzz et la viralité d'une vidéo. Et je pense qu'il y aurait moyen de faire mieux que ça, en présentant vraiment des actes qu'on pourrait qualifier comme surhumains, d'une façon ou d'une autre, et surtout de le faire sérieusement. C'est-à-dire de montrer que en fait, l'image se propage à travers Internet, mais à travers Twitter, à travers ce genre de truc, et pas avec cette image de gare où les gens, d'un coup, on voit qu'ils ont une vidéo incroyable, ils sont « Oh mon Dieu, mais vous avez vu ça, un homme qui tord une barre, on sait pas trop, elle est faite dans quoi ?» Et ça, j'ai vraiment trouvé, ça a été le clou sur le cercueil de ce film, qui reste un film très bien fait en matière de réalisation, en matière de jeu d'acteur, mais qui a un scénario et quelque chose qui manque. Ça manque de budget et ça manque d'un regard d'une personne qui sait sur quoi il raconte, qui sait sur le milieu psychiatrique et qui sait comment fonctionne un buzz. Et ça, vraiment, c'est la chose qui fait que ce film, pour moi, est très en deçà des deux précédents. Et ça m'attriste parce que c'était un film que j'attendais énormément. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit retour. Absolument, je peux pas vraiment conseiller d'aller voir le film, allez voir si vous avez envie de le voir, mais moi j'ai un gros regret. Je pense que je le regarderai une nouvelle fois, pas au cinéma, juste pour essayer de voir les éléments de mise en scène, parce que la mise en scène est très belle, et c'est surtout sur ça que je regarderai le film une nouvelle fois. Pareil, je pense que le fait que j'en attendais beaucoup ait joué sur ma déception, mais je pense vraiment que ce film aurait pu être quelque chose d'exceptionnel, et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'exceptionnel. Il va forcément marcher, parce qu'il a tellement coûté pas cher qu'il va forcément marcher. Et pourquoi pas d'autres films dans cet univers. Moi j'aurais bien aimé que le personnage de Sixième Sens soit présenté en clin d'œil dans ce film-là, étant donné qu'il a des pouvoirs ancrés dans le réel. Ça m'aurait intéressé. Mais voilà, grosse déception sur ce film, même si visuellement ça reste très beau et déception. Déception. Voilà, ce sera tout. Sur ce, je vous dis salut. Salut!